Eh bien, maintenant, j'aimerais proposer à Catherine d'intervenir. Tu as été cadre de santé et cadre supérieur de santé, donc à manager une équipe de 900 agents. Donc, ça on ne l'avait pas mentionné dans le mail, mais effectivement, c'est quand même important de le rappeler. Euh, et donc, aujourd'hui, tu es coach certifié de l'IAE de Toulouse et tu as eu l'occasion de coacher au niveau solidaire. J'aimerais justement que tu partages d'abord ton expérience en tant que professionnel de santé sur euh, ce que tu as vécu, toi, de l'intérieur en tant que professionnel de santé, ce que tu as vu dans cet environnement de professionnel de santé, sur à la fois les moteurs qui tirent les professionnels de santé vers le haut, enfin, ce qui les drive au quotidien, et les difficultés qu'ils peuvent traverser. En termes de moteur, la première chose qui vient, ça va paraître une évidence, mais pour autant, c'est quand même ça qui fait que beaucoup de soignants acceptent des contraintes qui sont quand même extrêmement lourdes. Eh bien, c'est la volonté de prendre soin du patient. Ça, clairement. Et c'est ça qui porte. Et d'ailleurs, on l'entend régulièrement dans les équipes ou même au niveau des équipes d'encadrants. Hein. C'est parce qu'il y a le patient qu'elles acceptent, parfois peut-être trop justement, mais en tout cas qu'elles acceptent un certain nombre de contraintes. Ça, c'est vraiment un moteur important. Pour les infirmières peut-être et parfois pour les jeunes médecins aussi, ce qui est un moteur au départ, c'est la technicité. Et le côté technique prime parfois sur d'autres côtés, même au niveau de la relation. C'est petit peu à petit peu que s'affirme cette volonté de relation et comment se tempère cette attente de technicité. Ce qui explique aussi pourquoi on a beaucoup de jeunes dans les urgences, dans l'AREA, dans les néonates, hein, parce qu'il y a vraiment cette volonté-là qui, je pense aussi, est importante pour asseoir leur confiance en eux et asseoir leur image de soignants. Autre moteur, la reconnaissance. Alors, la reconnaissance des familles, des patients, d'abord, puis la reconnaissance aussi de l'institution. Ça, ce sont des éléments importants et ça fait partie, mais je vais revenir dans un deuxième temps, des manques actuels hein, et de ce qui met en difficulté un certain nombre de soignants et un grand nombre de cadres. Et puis, il y a tout ce qui est autour de l'utilité sociale et de l'utilité humaine. C'est vraiment le sens du métier et cette volonté d'être présent à l'autre et de pouvoir l'aider à des moments où c'est compliqué pour lui. Donc ça, ce sont vraiment des choses qu'on entend et on les entend beaucoup, notamment lorsque des soignants ou des médecins sont en difficulté, on leur demande des tâches qui, à leur avis, sont trop administratives. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est justement la notion d'humanité, d'utilité et de relation et de communication. Donc ça, ce sont des moteurs importants. Les contraintes et les difficultés, elles sont essentiellement en lien avec du management et une institution qui s'est quand même à la fois sclérosée et centrée sur des éléments qui n'étaient pas forcément autour de l'humain. Je vais donner mon exemple. Hein. J'ai donc terminé ma carrière en tant que cadre supérieur. Les demandes qui m'étaient faites à longueur de journée, c'était des statistiques, c'était de trouver des lits, de trouver des soignants pour remplacer les absents et organiser cela au mieux pour permettre qu'il n'y ait pas de lit vide d'un côté. Enfin, j'ai passé mon temps à faire des statistiques et à des gestions de lits et de gestion de soignants et des gestions de soignants qui pour moi m'ont posé souci parce qu'on me demandait par exemple de forcer des infirmières qui travaillaient plutôt en cardiologie d'aller travailler en néphrologie avec l'argument qui est une infirmière est une infirmière alors que quand on est infirmière, on sait que non. On a chacun nos spécialités et que oui, on peut travailler dans d'autres unités, mais que ça veut dire, ça sous-entend une formation de base d'au moins 1 ou 2 journées, ce qui n'était absolument pas permis compte tenu de la charge de travail et du rythme de travail. Et ça a beaucoup évolué.
Autre exemple, j'ai donc travaillé de manière intermittente à l'hôpital, hein. J'ai commencé ma carrière en tant qu'infirmière pendant une dizaine d'années sur l'hôpital pédiatrique. Ensuite, je suis partie vers la petite enfance et les crèches. Je suis revenue à l'hôpital en tant que cadre de nuit des urgences, puis ensuite en tant que cadre en hémato-oncologie. Et donc là, j'y étais aussi 6-7 ans. Je suis repartie sur la petite enfance et je suis revenue avec un petit passage sur la formation à l'hôpital pour ce poste de cadre supérieur. Ça m'a permis, avec ces coupures, à chaque fois de réaliser à quel point ça a évolué. Par exemple, quand je suis revenue en tant que cadre supérieur, je me suis rendu compte que quand une infirmière était absente le matin, eh bien, les cadres de nuit avaient pour ordre d'appeler toutes les infirmières qui étaient en congé ce jour-là, entre 5h et 6h le matin, pour trouver quelqu'un en remplacement. Ça, c'est quelque chose que 6 ou 7 ans avant, on ne faisait absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que vraiment, il y avait le fait de devoir être disponible immédiatement à l'institution. Et ça sous-entendait aussi qu'on réveillait toute la famille, bien entendu, à 5h du matin, pour qu'on arrive à trouver une soignante qui arrive au pied levé pour remplacer. Ça veut dire aussi qu'on ne respectait pas, il faut être clair, le code du travail et que le nombre d'heures de plus de 42, 44 et plus était souvent dépassé. Donc, il y avait quelque chose de l'instrumentalisation du soignant. Et j'ai d'autres exemples pour les cadres, hein, parce que tout le monde était traité à la même enseigne. Et la deuxième difficulté de l'hôpital, c'est la multiplicité des directions qui n'ont pas forcément les mêmes manières de voir. Par exemple, une direction des ressources humaines qui va avoir une manière de voir l'organisation du travail et une direction des soins qui va avoir une autre manière de voir et qui parfois sont opposées. Et les cadres notamment se trouvent entre les deux, avec des injonctions paradoxales et des incapacités à savoir vers où elles vont. Troisième point, il n'y a pas d'organisation dans le temps. Tout se fait à court terme. Les directeurs d'établissement changent tous les 3 ans. Les cadres supérieurs, en général, changent aussi très rapidement. Ce qui veut dire qu'à chaque nouveau directeur, par exemple, eh bien, il y a des projets qui sont amenés par les directeurs, dont ils disent que ce sont des nouveaux projets, sauf que c'était le nouveau projet du directeur d'avant, 3 ans avant, et c'était aussi le nouveau projet du directeur 6 ans avant. Et donc, les soignants ont le sentiment qu'on leur demande tout le temps la même chose. Voilà. C'est juste un exemple de ce qu'on peut vivre. Ça me fait amener à la question que tu m'avais posée, qui était quels sont les besoins en coaching en lien avec toute cette situation. Moi, ce que je vois au niveau du coaching, c'est il est important, il me semble, que les soignants qui sont le plus à être épaulés, ce sont les cadres. Parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume et que leur position est compliquée et qu'ils sont des maillons essentiels pour la valorisation des soignants. C'est eux qui vont reconnaître le travail des soignants et c'est en ça que c'est important, ce maillon-là. Ce que j'ai pu constater au niveau des cadres, c'est qu'ils avaient absolument besoin de mesurer leur marge de manœuvre. Quand ils ne la mesurent pas et qu'ils promettent aux soignants des actions ou des projets qui ne se font pas, ils perdent en crédibilité et ça crée des tensions au sein des équipes en conséquence, et puis évidemment des tensions entre le cadre et les équipes. Donc vraiment pouvoir amener les cadres à mesurer leur marge de manœuvre me semble essentiel. Ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir les aider à exprimer les besoins et leurs attentes. À force d'être, en tout cas à force de vivre la situation comme de la maltraitance, nous avons beaucoup de cadres qui sont dans la plainte et dans une plainte qu'ils partagent avec les équipes. Ce qui fait qu'il y a une sorte de, comment dire, de fusion qui se fait entre le cadre et les équipes, qui fait que le cadre ne peut plus jouer réellement son rôle, puisqu'il est en grande difficulté, et que eh bien, les choses ne sont plus claires. Il y a une sorte de flou sur l'organisation. Et surtout, on ne passe pas à l'étape de « mais qu'est-ce qu'il nous faut ?
qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut. On reste vraiment dans la plainte. Donc, je pense que ça serait intéressant d'aider à passer à l'étape de l'expression des besoins et des attentes. Il y a toute cette notion de courage managérial qui a travaillé. Et le dernier point qui me semblerait intéressant en besoin de coaching, c'est réellement aider, alors là, autant les soignants que les cadres, hein, quels que soient les cadres, à pouvoir identifier ce qui dépend d'eux. Je pense qu'il y a beaucoup d'usure parce que des soignants veulent prendre en charge les patients et essayer de compenser les dysfonctionnements de l'institution, parce que des cadres veulent prendre soin de leur équipe et essayer de compenser les dysfonctionnements de l'institution. Sauf que là, c'est impossible, c'est ingérable et ils s'y usent doucement mais sûrement. Donc, pouvoir identifier ce qui dépend réellement d'eux et là où ils ont réellement quelque chose à faire, et donc où ils peuvent être efficaces, fiers de ce qu'ils vont faire et conscients de l'efficacité de leur travail, ça me semble ça aussi extrêmement important. Voilà sur les grands axes qu'il me semble intéressants sur les besoins en coaching. Merci beaucoup, Catherine. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à Catherine? On a un petit peu décalé niveau timing, mais je pense que c'est important de prendre une ou deux questions. Si vous souhaitez les poser, c'est le moment. Oui, moi j'ai une question. Catherine, tu dis que les cadres ont tendance à vouloir compenser les dysfonctionnements du système institutionnel. Oui. Et ça se traduit par quoi? Par quel type de comportement, par exemple? Alors, par exemple, la dernière cadre que j'ai coachée, elle ne supportait plus le fait de demander du matériel et de ne pas l'avoir. Eh bien, elle en était à demander à son mari de venir dans son unité et de faire des armoires. Voilà. Donc, ils allaient acheter du bois, ils faisaient les armoires. Voilà. Et après, elle était en difficulté parce que les services techniques lui reprochaient que ce n'étaient pas les bons matériaux, qu'elle n'avait pas le droit de faire des trous. Donc, il y avait de la bonne volonté derrière, mais certainement la réponse n'était pas forcément la bonne. Et non seulement elle a passé beaucoup de temps à faire cela, mais en même temps, elle se retrouvait reprochée par l'établissement de ce qu'elle avait fait. Et donc, elle se trouvait complètement en porte-à-faux. Ça, c'est un exemple. Est-ce que je suis plus claire dans… par exemple aussi, lorsqu'il y a des soignants qui reprochent de ne pas avoir de reconnaissance par rapport à des efforts qui ont été faits, certains cadres ont essayé de donner des heures, sauf qu'elles n'en ont pas le pouvoir. Et donc, elles se retrouvaient là aussi en porte-à-faux avec les RH qui leur reprochaient quelque chose qu'elles n'avaient pas le droit de faire. Elles devaient reprendre les heures qu'elles n'avaient pas eu le droit de donner. Donc là, elles se retrouvaient complètement décrédibilisées par rapport à leurs équipes. Voilà. Ce sont des exemples qui sont assez courants. Merci. J'ai une autre question, Catherine. Oui. Je me disais comment tu pourrais décrire les relations entre les cadres de santé et les cadres administratifs, en fait. Comment ça fonctionne entre eux? En gros, les médecins aussi et les autres, en fait. C'est très lié aux personnes. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'avais un cadre administratif qui venait régulièrement rencontrer les cadres et qui était parfaitement consciente des difficultés qu'elles rencontraient. Donc, on avait quelqu'un qui travaillait en harmonie et en cohérence avec nous. Ce n'est pas le cas partout. Parce qu'effectivement, il y a des cadres administratifs ils ont tous une pression énorme, hein, parce qu'il y a derrière, il y a alors pas une notion de rentabilité, mais en tout cas une notion d'éviter des dépenses qui ne sont pas acceptées par l'administration. Donc, il peut y avoir de grandes tensions avec une manière de percevoir les choses complètement différente entre les cadres administratifs et les cadres de santé. La gestion de lits, notamment, est certainement le point d'achoppement le plus important.
parce que pour un cadre administratif, après tout, qu'on mette, en tout cas moi j'étais sur le pédiatrique, hein, qu'on mette un enfant qui a un problème cardiaque dans un lit de service de néphrologie n'est pas un problème, puisque le cardiologue peut se déplacer. Sauf que le cardiologue, il est tellement déjà débordé dans son service qu'il risque un peu d'oublier cet enfant qui est dans un autre service et qu'on se retrouve avec des ruptures de prise en charge, par exemple. Donc, tous ces éléments-là sont importants, ils sont amenés par les cadres et par les soignants, ils sont dénoncés, mais ils ne sont pas forcément entendus. Il y a quelque chose de la parole à circuler, à faire circuler qui est importante. C'est pour ça que Martin, ce que je t'avais dit, c'est que pour moi, la première chose à travailler, c'est au haut niveau. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une volonté au niveau du CODIR et qu'ensuite, ça puisse faire tache d'huile au niveau des cadres, des directeurs de soins et des cadres. Oui, absolument. Ma conviction, c'est qu'il faut travailler. Effectivement, l'idéal, c'est d'avoir un haut niveau parce qu'on a un niveau d'influence. Et je crois beaucoup aussi au bottom-up, c'est-à-dire qu'il faut essayer idéalement d'être aux deux niveaux. Oui. Aussi. Top-down et bottom-up. Et la question que je veux poser aussi, c'est ce que tu décris. Est-ce que c'est vraiment propre essentiellement à l'hôpital public ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le privé? Alors, moi, j'ai beaucoup raisonné avec ce que Catherine a dit. Je suis nouvelle en tant que coach dans le milieu hospitalier et j'ai une coachée dans une institution privée. Et à travers tout ce que tu as dit, Catherine, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments et de symptômes que j'ai fait émerger chez cette personne au niveau des problèmes de gouvernance, du problème du fait qu'elle prend sur ses épaules des choses qui n'incombent pas à son rôle. Donc, c'est très intéressant. Donc, je répondrai, Martin, que dans mon expérience, je dirais que dans le privé, c'est à peu près le même type de situation, mais peut-être que d'autres ont d'autres expériences. Oui. Moi, le constat que j'ai pu faire, et merci Andra pour ce partage, c'est qu'il y a un monde extrêmement siloté par rapport au monde de l'entreprise, mais c'est exponentiellement plus fort. Chaque service a une culture, il y a parfois des guerres d'ego entre des services, il y a des pouvoirs différents entre le pouvoir médical, paramédical, administratif, et voire politique, qui a aussi un rôle à jouer, et des enjeux et des intérêts différents. Et en même temps, donc tout ça, c'est une source de dysfonctionnement qui est énorme et qui crée beaucoup de problématiques. Et en même temps, il y a des établissements qui sont, je pense, portés par des personnalités qui arrivent à créer ce lien, à orienter les personnes vers leur cœur de métier, vers leur geste de métier. Et dans tous les témoignages de coaching que j'ai entendus, jusqu'ici, il y avait d'un côté, et c'était intéressant de voir que ça a été quand même une minorité, mais il y en a eu qui étaient portés très positivement par la vague du Covid, c'est-à-dire que ça les a recentrés sur leur métier, sur le sens le plus important. Et en fait, ils en venaient à appréhender le retour à la normale en se disant mais le risque, c'est qu'on risque de devenir comme avant. Et de l'autre, ceux qui voyaient justement des dysfonctionnements être exacerbés en raison de cette vague de difficultés. Je vous invite à écouter le témoignage de 5 médecins que j'ai posté là sur le groupe LinkedIn. C'est 5 médecins qui partagent comment ils ont géré la crise du Covid. Et certains médecins aussi, il y a le docteur Zaguri qui était en Chine. Il y a le docteur Le Thor que j'avais rencontré à un congrès de médecine connectée qui est chef des urgences d'un hôpital militaire et donnait des exemples très concrets de comment ils avaient réussi à maintenir une zone de sécurité, de protection, de confort dans cette crise. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est assez passionnant à creuser. Je vous propose de passer à la suite parce qu'on a pris un peu plus de temps pour cet échange, mais je pense que c'était un temps important pour nous connecter à la mission. Et je voudrais te remercier sincèrement, Catherine, parce que c'était un très beau témoignage, très authentique. Merci. Merci pour vos questions aussi.